à tous. On se retrouve donc en ce jeudi 25 juillet 2024 pour le dernier conseil municipal avant le début de l'été, j'allais dire. Bon, il est bien amorcé, mais en tout cas avant une période de 2-3 mois où il n'y aura pas de conseil, trêve estivale oblige. Vous dire donc, avant de passer à l'appel, que Vanessa Moller a donné procuration à Virginie Darmerlou, Kélène Ducoral a donné procuration à Nathalie Sabatier, Mathieu Vigne à Pénélope Lanterne, Didier Sorce à Isabelle Aspecchia. Donc, Elle arrive. elle arrive, parfait. Elle est là. Non, mais elle a repris le secrétaire. Non. Oui. Elle va arriver, ben voilà, on va débuter, ça va la faire arriver. Oui, mais dans 2 minutes, elle est là. Donc je vous propose de passer à l'appel. Donc Julien Fichot, présent. Laurence Gutiérrez. Présente. Gilles Pénoche. Présent. Vanessa Moller, donc a donné procuration. Philippe Pourteau. Présent. Marina Boinet. Présente. Hervé Labadie. Présent. Sandrine Dreyfus. Présente. Stéphane Maton. Présent. Philippe Jory-Guivéry. Présent. Philippe Sabaté. Présent. Laurent Pétriac. Présent. Jean-Joseph Salmon. Présent. Bruno Mina. Présent. Françoise Argous. Serge Beauchir. Présent. Marie-Christine Mirabel. Présente. Nathalie Sabatier. Présente. Hélène Ducoral donc a donné procuration à Nathalie Sabatier. Nicolas Dardy. Présent. Marie Daré-Merlot. Présente. Virginie Daré-Merlot. Présente. Marion Lissaillou. Présente. Isabelle Aspeitia. Présente. Florence Roura. Présente. Mathieu Vigne donc a donné procuration à Pénélope Lanterne, que j'entends courir dans l'escalier. Mike Bresson. Présent. Pénélope Présente. Lanterne, juste au son du gong. Et Didier Sorce a donné procuration à Isabelle Aspeitia. Je vous propose de nommer Marion Lissaillou secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Vous avez tous bien reçu en temps, en heure et surtout conformément en termes de format, pas de soucis dans l'ouverture des plis pour le conseil municipal. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur le compte-rendu, sur le procès-verbal du précédent conseil municipal du 30 mai 2024? Oui, monsieur Bresson. Oui, en ce qui concerne les questions diverses, le compte-rendu n'est pas tout à fait le reflet de nos échanges. À un moment donné, en tout cas, votre délégué aux finances a affirmé que vous n'aviez pas reçu de réponse du député. Je lui ai demandé confirmation et j'ai lu ensuite la réponse qui vous a été adressée. Et dans le compte-rendu, ça ne figure pas sous cette forme-là. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est en ce qui concerne l'augmentation des impôts, à la deuxième question. Je vous ai affirmé qu'il y avait eu une augmentation des impôts en 2008, au début du deuxième mandat de Christine Dardy. Votre délégué nous a indiqué que c'était faux et j'avais demandé à ce moment-là que confirmation puisse nous être apportée lors d'une prochaine réunion. Bon, alors il n'est pas précisé que j'avais demandé confirmation. Néanmoins, cette confirmation, je vous l'apporte. Il y a eu effectivement une augmentation en 2008 de 20%. Et si vous consultez le site Proxity, vous pourrez constater que de 2000 à 2014, les impôts locaux à Saint-Martin ont augmenté de 61% pour être stable depuis 2014. Voilà. Donc on ne va pas refaire le débat, comme on l'a dit, puisqu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ces chiffres. Et moi, ce que je propose... Non, oui, parce que c'est toujours le même sujet, voilà, et on répond toujours la même chose. Donc on va faire un éclaircissement tout à fait définitif, parce que évidemment c'est toujours le sujet du transfert communautaire donc de 2010 qui est dans le sujet. En tout cas, je ne souhaite pas réouvrir le débat, ça ne sert à rien. Donc du coup, moi ce que je vous propose, c'est de faire un éclaircissement au prochain conseil, et on va le faire non pas par un élu, mais c'est un technicien qui va le présenter, parce que du coup, il nous faut un avis technique. Je vous remercie, donc on prend bonne note pour la précision sur les 2 points sur le compte rendu. À part ces 2 points, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions sur ce compte rendu? Est-ce qu'il est bon? Donc je vous propose de le valider. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors, donc, on se voit ce soir donc, pour 13 délibérations au programme et on va débuter donc par la 64e délibération de l'année avec notre traditionnel tableau des effectifs et la mise à jour de celui-ci. Et je passe la parole à l'adjoint aux finances, au RH et à la qualité du service public, Monsieur Labadie. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Délibération 64, mise à jour du tableau des effectifs. Afin de permettre la stagiairisation d'un agent actuellement en contrat à durée déterminée en vue de sa titularisation, il est nécessaire de prévoir la création d'un poste d'adjoint technique territorial catégorie C à temps non complet de 21 heures hebdomadaires. Il ne s'agit donc pas d'une embauche nouvelle. En conséquence, nous vous proposons de valider le nouveau tableau des effectifs qui fait apparaître un nombre de 159 effectifs budgétaires pour 117 postes pourvus, soit 102,12 agents effectifs à temps plein, et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération. Merci Hervé. Rien de très bouleversant pour les effectifs de la commune, vous l'avez bien compris. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Bresson. Oui, c'est très souvent que le conseil municipal a délibéré sur les modifications du tableau des effectifs. Et la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est effectivement pour répondre à une promotion. Enfin, voilà. Il n'empêche que quand on vérifie le tableau des effectifs tel qu'il a été validé au début de votre mandat, il y avait 98 postes occupés. Nous sommes à 117 postes occupés aujourd'hui, ce qui correspond à une augmentation de 19%. Si on tient compte des emplois réels, c'est-à-dire de l'occupation des postes, l'augmentation n'est plus que de 18%, ce qui est quand même conséquent, sans qu'il n'y ait eu pour autant de transfert de charges. Certes, il y a eu des charges nouvelles prises en compte, la police municipale, mais c'est 3 emplois, donc c'est une augmentation qui paraît quand même conséquente et qui pourrait inquiéter compte tenu du contexte que vous nous présentez des difficultés budgétaires de la commune, notamment au niveau du budget de fonctionnement. Oui, enfin c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aussi penser qu'on a augmenté les contrats des agents qui étaient en CDD, on les a titularisés et augmenté les contrats, donc ça fait forcément un effectif supplémentaire en durée de travail. Effectivement, on a eu des créations de postes. Tous les postes qui ont été créés ont été réfléchis et ont une vraie utilité dans la collectivité. 6000 habitants, 110 agents, il ne me semble pas que ça soit une collectivité qui est avec pléthore d'agents. L'évolution de la vie faisant que, effectivement, il y a de plus en plus de services à rendre aux usagers, ça nous paraît tout à fait justifié d'avoir ce nombre-là d'agents par rapport aux demandes et aux besoins et aux services que l'on rend aux usagers. 10%, tu me dis 10% d'augmentation, 12%, 18%, calculons l'augmentation de la population et peut-être qu'on a une proportion qui tient la route. Entre 2020 et 2024. Oui, alors, bon, première chose, non, il n'y a pas eu de création de services majeurs, comme depuis le début, et surtout les robes, on l'évoque, annuellement, quand on vote notre budget, il y a eu 2 services qui ont été créés, le service de la police municipale et le service de la médiathèque, voilà, et avec dernièrement une embauche il y a 3 mois de nouvel agent à la médiathèque. Je précise d'ailleurs que en termes de gestion financière, ces embauches n'ont été réalisées qu'une fois les aides financières, notamment de la région et de la DRAC pour la médiathèque, ont été validées. Je rappelle qu'on a un accompagnement de 3 à 5 ans avec la médiathèque sur le financement de ces postes. Donc c'est vrai que voilà, sur ces 5 postes, effectivement, il y a eu une évolution. Pour le reste, comme l'a dit Hervé, c'est plutôt des titularisations de contrats. Déjà, il y en avait eu sur une même année, il y avait eu 9 titularisations. Donc voilà, donc après, c'est vrai qu'en termes de gestion
courante, évidemment qu'on doit être attentif à ne pas perturber notre poste de charge du personnel. C'est le cas quand même, hein, on l'avait vu ensemble, on avait évoqué notamment sur les strates de même commune que nous sommes en dessous de la strate sur les postes RH. Donc ça veut dire qu'en moyenne, par rapport aux communes qui nous ressemblent, on est en dessous, on va dire, des moyennes départementales. Donc ça, c'est un point important et qui donne les repères aussi sur notre politique RH. Oui, monsieur Bresson. Oui, juste, j'attire votre attention sur le fait qu'une titularisation d'un non-titulaire ne change pas l'effectif. Non, simplement... Ça s'est accompagné d'une augmentation du contrat aussi, puisqu'on avait beaucoup de CDD avec des petits contrats, et le minimum, c'est 30 heures. Donc, je veux dire, ça fait forcément un impact sur le volume d'effectifs en durée de travail. Oui, l'exemple le plus concret, c'est le centre de loisirs, par exemple. Tout à fait. Au centre de loisirs, il y a eu une augmentation du volume horaire avec la majorité des agents qui ont été passés à 30 heures. Et d'ailleurs, pour certains aussi à temps complet. Et du coup, c'était dans la période aussi où on ne trouvait plus d'animateurs, et pour aussi pérenniser ces postes, parce que effectivement, si ensuite on veut demander un engagement de tous les instants auprès de ces agents, c'était compliqué de leur demander quand ils ont des contrats à 25 heures, à 25 ans. Quand on connaît le prix des loyers ou autre, c'était dur d'avoir. Et d'ailleurs, on avait pas mal de départs au tout début, post-Covid, on va dire. On avait quand même pas mal de départs sur ces deux services. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité des 29 élus sur cette première délibération. Hervé Labadie va garder la parole avec un point de précision sur le recrutement du personnel saisonnier en 2024. Et d'ailleurs, on va continuer de parler notamment du service éducation enfance-jeunesse. Hervé Labadie. Pour faire face à l'accroissement saisonnier d'activité dans le service technique et le service éducation enfance-jeunesse, il est nécessaire de prévoir la création de 2 emplois non permanents à temps complet d'adjoint technique et territorial catégorie C dans le service technique pour la période du 4 juin au 31 août 2024 et 15 emplois non permanents à temps non complet d'adjoint territorial d'animation catégorie C dans le service éducation enfance-jeunesse pour la période du 1er juillet au 31 août 2024. Le recrutement de ces agents se fera par contrat de travail de droit public, conformément à l'article L. 332-23-2 du Code général de la fonction publique, pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois. Ces embauches saisonnières n'impactent pas le tableau des effectifs. Et ça se fait chaque année. En conséquence, nous vous proposons de valider cette délibération et de charger Monsieur le maire de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de la légalité préfectorale. Merci Hervé. Donc sur ce personnel saisonnier, là par exemple, vous voyez, on met 15 emplois, mais il n'y en a pas 15. En fait, il y en a moins, mais on met toujours une petite marge de manœuvre sur le centre de loisirs parce qu'il peut y avoir des absences sur les animateurs. Donc du coup, on se prend à chaque fois une petite marge. Et il y en a une douzaine. Donc sur juillet et sur le mois d'août 2024. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette deuxième délibération de la soirée. On va continuer donc avec les ressources humaines, Hervé Labadie, avec la mise en place d'un régime non obligatoire de gratification pour les stagiaires. Hervé. Dans le cadre de leur cursus de formation, les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage. Contrairement au stage de plus de 2 mois, aucune rémunération n'est obligatoire lorsque celui-ci est inférieur à cette durée. Cependant, la collectivité peut décider de verser une gratification à ses stagiaires, notamment lorsqu'ils réalisent des missions bénéficiant à la commune. Nous vous proposons donc de verser une contrepartie financière aux stagiaires de l'enseignement supérieur accueillis au sein de la collectivité lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois, sous forme d'un montant forfaitaire de 50 € par semaine de stage pour les étudiants de niveau bac à bac plus 2, 70 €
par semaine de stage pour ceux à Bac plus 3 et au-delà. Ce versement restera néanmoins conditionné à la signature de conventions et à l'appréciation de l'autorité territoriale sur le travail à fournir. En conséquence, nous vous proposons d'instituer cette gratification selon les conditions indiquées, d'autoriser M. le maire à signer les conventions correspondantes et de le charger de la bonne exécution de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de l'égalité préfectorale. Merci Hervé. Donc voilà, bon ça c'est... alors il n'y a pas tant de stagiaires post-bac en mairie, il ne faut pas croire, hein, on n'a pas non plus sur les demandes. Avant oui, et notamment évidemment cette année avec ce nouveau stage qui est intervenu en seconde. Qui a d'ailleurs posé beaucoup de soucis aux familles, et c'est bien regrettable. Et du coup, voilà, donc ça nous paraissait important parce qu'il y a un vrai travail qui est fait. Je vais citer par exemple un jeune qui est venu, qui était en bac plus 4, qui nous a aidé sur les archives, c'est-à-dire sur un sujet qui est très important pour une collectivité avec des délibérations, et qui a fait quand même un travail très important tout au long du mois de juin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette gratification proposée ? Du coup, donc 50 ou 70 euros la semaine. Évidemment, on est dans le symbole, mais c'est aussi important quand même de tenir compte du travail réalisé. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, 29 élus sont d'accord pour cette 66e délibération de l'année. Donc, je vous propose d'aborder maintenant un sujet qu'on avait déjà évoqué dans ce même conseil municipal. C'est le sujet du chenil de Birepoulette, le syndicat mixte qui s'occupe de tous ces sujets. Et c'est Jos Salmon, qui d'ailleurs est l'élu siégeant au syndicat à Cabreton, qui va présenter cette délibération en remplacement de Vanessa, qui est la deuxième élue qui siège à Cabreton. Voilà. À toi, Jos Salmon. Suite à certains dysfonctionnements que nous avions constatés, tous les adhérents étaient unanimes là-dessus, par rapport au chenil, nous avions déjà, nous, la commune, avec Vanessa et notamment Nicolas de l'APM, rencontré le président et secrétaire du syndicat en février 2023 pour remonter ces dysfonctionnements. Il y a eu ensuite, en début d'année, le départ de Tarnos. Il y a eu aussi un courrier des 7 maires du Seignance en demandant justement la rédaction de cette convention et l'amélioration du service du chenil. Voilà. Ce dysfonctionnement qui a entraîné des relations très tendues au niveau de chaque comité syndical, voilà, où de nombreux adhérents étaient mécontents du service rendu. Donc, il a été décidé de créer une convention, puisqu'il n'y avait pas de convention jusqu'à présent avec le syndicat. Donc, on a décidé de créer une première convention. Il y a eu 2 réunions avec les élus qui ont souhaité participer pour la rédaction de cette convention, qui a été aussi envoyée à tous les élus par mail, tous les adhérents par mail, où chacun a pu apporter ses modifications et autres. Et nous avons, lors du comité syndical du 25 juin, apporté certaines modifications et validé cette nouvelle convention. Cette convention permet donc de définir, je dirais, les engagements de chaque commune et du comité syndical, l'un vis-à-vis de l'autre. Notamment sur certains points où on a demandé à ce que lorsque l'on téléphone, il y a d'ailleurs maintenant un numéro de téléphone dédié aux communes qui fonctionne très bien, voilà, parce qu'il y avait des problèmes de réponse avant. Donc, pour avoir un délai de réponse qui a été fixé à 1 heure, et où, avec le chenil, est défini le mode de prélèvement, je dirais, de l'animal. Voilà, soit nos services vont l'amener, soit les services du chenil viennent le chercher. Il y a aussi une précision aussi sur le fait que dès que la commune appelle le chenil, le propriétaire, même s'il se manifeste, ne peut plus venir le chercher. Bon, parce qu'il y a certains cas particuliers, notamment à Saint-Martin, où dès que nous avons un chien qui est pucé,
nous sommes équipés d'un lecteur de puce et avec le fichier ICAD, nous pouvons définir le propriétaire. Nous appelons le propriétaire. Nous avons défini avec Nicolas une période... C'est qui Nicolas ? Nicolas de la PM. Voilà. Le responsable de la police municipale. Voilà, de la police municipale. Et nous avons donc défini un délai pour que le propriétaire se manifeste. Au-delà de ce délai, le chenil est appelé et le propriétaire doit aller le chercher auprès du chenil. Voilà. Donc il y a aussi, vous le verrez sur cette convention, il y a des points de règlement qui ont pu être rappelés, notamment sur les amendes qui peuvent être données pour des chiens errants, des chiens dangereux, des choses comme ça, et qui en même temps rappellent à tous les maires leurs responsabilités. Il sera aussi fait une communication auprès de la population sur cette nouvelle convention auprès du syndicat. Et au travers de cette convention, on espère tous que ça ramènera un petit peu de calme au niveau du syndicat. Voilà, donc il vous est demandé de valider la convention avec le syndicat mixte du chenil de Virapoulet, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de fonctionnement avec le syndicat mixte du chenil de Virapoulet. Monsieur le maire, madame la maire adjointe en charge de la vie associative et des manifestations et du sport, ainsi que monsieur le conseiller délégué aux travaux sur les bâtiments, les équipements, l'espace public, la voirie et à la politique de sécurité de la commune sont chargés, en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Joss. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Monsieur Bresson? Oui, il nous avait été indiqué lors de la précédente délibération sur ce sujet-là que la commune de Tarnos avait une position de retrait par rapport au syndicat. Est-ce que ce retrait est confirmé? Et par ailleurs, s'il est confirmé, quelle est la conséquence en ce qui concerne la participation de la commune, qui est somme toute relativement faible, mais ça pourrait avoir des conséquences. Et quelles sont-elles? Plus que de demi-poste au centre de loisirs. Voilà. C'est le retrait de la commune de Tarnos a été validé au 31 janvier. Voilà. Et alors, si vous voulez, l'enveloppe globale de participation des communes n'a pas été modifiée, mais comme elle est divisée par 32 au lieu de 33, ça fait à peu près 1 500 € de plus pour la commune de Saint-Martin, qui cotise à hauteur de 12 000 € à peu près maintenant. 12 000 €. Bon, moi je voulais remercier Joss notamment, personnellement, parce qu'il s'est beaucoup impliqué dans ce travail de remise en question, parce que c'est quand même pas simple. Hein. C'est quand même des instances qui fonctionnent avec, j'étais en train de faire le calcul, Joss, une 50aine de communes, je dirais. Mais il y a 32 adhérents maintenant, mais il y a des communes qui adhèrent, ou des communautés de communes qui adhèrent aussi. Voilà, donc c'est pour ça. Si vous voulez, nous on est 7. Mais il y a le Hort-Arigan, c'est la communauté de communes, Coteland, Castellet, tout ça, c'est l'ensemble. Donc il y a 32 adhérents, mais il y a beaucoup de communes. Je pense que ça doit être une cinquantaine, quelque chose près. Une cinquantaine, donc voilà, donc merci, parce que bon, nous on voit quand même qu'il y a eu une petite remise en question de la part du syndicat. Elle était attendue. Je rappelle que les 7 maires du Séance avaient écrit il y a quelques semaines au syndicat, en parallèle de ce travail. Hein, on avait proposé notamment, avec Jean-Marc Clar, notamment d'écrire ce courrier. Et bon voilà, pour l'instant il y a des avancées, il y a un travail qui doit être continué quand même, et voilà, attention à garder. Je dirais qu'il y a un travail qui doit être continué, il faut être méfiant là-dessus. Il y a aussi quand même là-dessus une certaine approche, et on l'a noté même déjà lors de la rédaction de cette convention. La police municipale a dû appeler le chenil pour un chien. Bon, mais la réponse, et dans les 2 heures, le chenil était là, quoi. Il y a eu depuis aussi une journée de formation pour tous les agents des collectivités qui souhaitaient y aller. Je crois qu'il y avait 35 ou 37 participants. Donc on note déjà une amélioration, mais on sera vigilant à ce que ça perdure. Bon, ça représente, je crois l'année dernière, 15-18 chiens par an pour Saint-Martin. Oui. Voilà, à peu près, pour vous donner concrètement. J'ai déjà entendu Gilles, ce qu'il a dit, parce que tout le monde a fait le calcul dans sa tête. Exactement, c'est ce qui se dit à chaque comité syndical, ça fait cher le chien.
Enfin, ou l'animal, puisqu'il y a aussi des L'animal. chats. Les- il y a les chats. Est-ce que je vous propose de passer aux voix? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette convention avec le chenil de Biropoulette. Je vous remercie. On va passer donc à une des délibérations importantes de ce soir, puisque c'est des conventions et des actes administratifs et pas que. Il y a derrière toute une politique publique qui s'organise en conséquence, et notamment pour les services éducation, enfance, jeunesse. C'est le projet éducatif de territoire, et avec le renouvellement et la mise à jour de celui-ci. Et je laisse la parole à Stéphane Maton, l'adjoint au maire en charge de l'éducation, enfance, jeunesse. Stéphane. Le renouvellement du projet éducatif de territoire. Donc, le projet éducatif de territoire, c'est un document de cadre qui détermine et oriente notre politique éducative pour le public de 0 à 30 ans. Depuis 10 ans maintenant, la commune s'est dotée de cet outil qui est renouvelé tous les 3 ans. Ce document articule tous les temps de l'enfant, depuis son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte. Il est le fruit d'un travail de réflexion de la part des professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Cette réflexion se base sur l'évaluation des actions menées et sur la construction des programmes éducatifs à venir autour de 4 axes forts. Le premier, c'est l'accès aux loisirs. L'accès aux loisirs, c'est permettre un égal accès aux loisirs, à la culture, au sport, à l'art et au numérique. Le second axe, c'est la cohérence éducative, c'est-à-dire garantir une continuité éducative entre les différents temps des différents publics. Le troisième axe, c'est la citoyenneté, c'est accompagner les publics dans leur parcours de citoyens. Et enfin, le quatrième axe de ce projet, c'est la parentalité, à savoir soutenir le parent dans sa fonction parentale. Cette nouvelle version du PEDT a été travaillée collectivement avec l'ensemble des personnels concernés, mais également l'ensemble des acteurs qui sont associés à ce projet. Elle se veut résolument plus moderne, plus transverse et plus facile d'accès. Alors, la bonne nouvelle qu'on a reçue hier, c'est que notre projet a été accepté, donc il est prolongé de 3 ans de plus, puisqu'on avait quand même une date butoir à laquelle il fallait le rendre, c'était le 15 juin. La délibération préalable au dépôt du PEDT n'était pas obligatoire. On a souhaité faire valider cette délibération justement pour renforcer notre volonté de garder cette colonne vertébrale de notre politique éducative sur la commune. Voilà, donc il est renouvelé pour 3 ans de plus, et à ce titre-là, je remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué. Donc moi, je vous propose de mon côté de valider en conseil municipal ce projet éducatif de territoire qui est annexé à la présente délibération, et d'autoriser monsieur le maire à signer ce PEDT ainsi que tous les documents afférents et à prendre toutes dispositions nécessaires et inhérentes à l'exécution de la présente délibération. Et moi, du coup, je rappelle à monsieur l'adjoint, l'article 3, qu'il est en charge, comme le maire, chacun qui le concerne, de la bonne exécution de la présente délibération. Monsieur Maton. Non, voilà, c'est toujours des moments importants quand même, les signatures des projets éducatifs. Moi, je voulais remercier vraiment Stéphane Maton et sa commission, parce que c'est quand même des travaux toujours qui sont très engageants, qui demandent, comme il a dit, il a utilisé le mot transverse. Voilà, il y a beaucoup de transversalité aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. Comment, dans nos politiques éducatives, arriver à faire de la transversalité entre tous les acteurs. Par exemple, entre une collectivité et le monde associatif, comment on arrive à avoir aussi ces repères éducatifs dans le monde associatif. C'est un des nombreux sujets qui ont été abordés pour arriver à la fin de ce document. Je voulais remercier évidemment l'ensemble des services, Grégory Baudin et toute son équipe, les acteurs aussi, on va dire associatifs. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, on a fait une réunion qui lançait un peu cette dynamique. D'ailleurs, il y avait de nombreux élus. Et j'étais étonné de la diversité du nombre d'acteurs qui est venu ce soir-là. Il y avait des présidents d'associations, il y avait des assistants maternels, il y avait des éducateurs évidemment de la commune, il y avait des enseignants. Et je trouve que ça amène aussi forcément plus loin d'avoir tous ces acteurs autour de la table. Je voulais juste, sans trop insister, mais quand même, vous faire lecture des valeurs qui ont été du coup
on va dire, synthétisées dans ce document. Et notamment, il y a 7 valeurs, je trouve, qui sont importantes d'être énumérées en conseil municipal. Faire vivre les valeurs de la République, devenir des citoyens responsables, s'ouvrir sur le monde, développer l'esprit critique, favoriser le bien-être de tous, s'impliquer dans les questions environnementales et construire des parcours de réussite. Je trouve que ces 7 valeurs-là sont chouettes, voilà, c'est de belles valeurs. Et je trouve qu'on a une équipe motivée, des acteurs motivés, et je pense notamment au milieu associatif qui a vraiment répondu ce soir-là. Et je pense que l'un des objectifs aussi de ces 3 années à venir, ça sera d'embarquer avec nous ce milieu associatif. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour? Voilà. Unanimité pour cette délibération importante. Oui, car c'est voilà, c'est pour que vous endormez pas aussi. Hein. Pour le renouvellement de ce projet éducatif de territoire. Bon, comme l'a dit Stéphane, la délibération n'était pas obligatoire. Et évidemment, j'avais déjà signé le projet éducatif puisqu'on l'avait envoyé, vous l'avez compris, pour le 15 juin 2024. Mais on trouvait important avec Stéphane que ça passe en conseil municipal. C'est un moment important de l'année. La délibération 69 sur la détermination du forfait scolaire, ça aussi on en a l'habitude, Stéphane, chaque année, c'est pour des raisons financières cette fois-ci. Alors, le forfait scolaire, donc effectivement, comme chaque année, je vous propose une délibération pour fixer le forfait scolaire pour 2024-2025. Ce forfait détermine les frais de scolarité que la commune est en droit d'exiger quand un enfant fréquente une école communale sans être résident de Saint-Martin-de-Seignances. C'est le cas notamment des enfants qui habitent Saint-Barthélemy et qui viennent à Saint-Martin parce qu'à Saint-Barthélemy, tout simplement, il n'y a pas d'école. Ce calcul du forfait est réglementairement fixé et il correspond au coût global de fonctionnement des écoles publiques ramené au nombre d'enfants qui les fréquentent. Et le résultat de ce calcul donne cette année un montant de 1 052 € par enfant. Voilà. Donc, moi, je vous propose d'arrêter le montant de la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles pour l'année scolaire 2024-2025 à la somme de 1 052 €. Et à Monsieur le maire adjoint en charge des ressources humaines, des finances et de la qualité du service public, et Monsieur le maire adjoint en charge de la petite enfance, jeunesse et affaires scolaires, d'être chargé de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour application au contrôle de l'égalité préfectorale. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions sur ce forfait? Oui, Mike Bresson. Oui, question peut-être un peu bête. Il n'y en a pas. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un recensement au niveau des écoles, puis ensuite une convention avec là où les communes concernées et une participation qui est actée dans le cadre de cette convention? Alors, Stéphane Maton va vous répondre et je peux vous dire que justement cet été, on est... voilà, il y a beaucoup de sujets autour de ces questions-là. Alors effectivement, sur les forfaits scolaires, donc, nous, on est principalement concernés parce que justement, on a une convention qui nous lie avec Saint-Barthélemy et qui est reconduite, qui a été reconduite pour plusieurs années, qui fait que toutes nos charges, tous nos coûts qui sont supportés par les élèves sont ramenés à l'individu pour calculer le forfait scolaire, et donc on multiplie par le nombre d'enfants de Saint-Barthélemy pour calculer la participation de Saint-Barthélemy aux frais des écoles sur Saint-Martin. Par contre, effectivement, ce forfait aussi il peut être utilisé dans le cadre de dérogations qui peuvent être acceptées par les collectivités, à savoir si on accueille, on a eu le cas notamment, c'est à ça que faisait référence Julien, on a une famille qui habite Saint-Étienne-d'Orthe et qui nous a sollicité pour inscrire ses 3 enfants sur Saint-Martin-de-Seignances. Et en fait, nous, sur le principe, on ne s'y est pas opposé, à condition effectivement que ces enfants-là participent aux frais de scolarité sur la commune, à savoir 3 enfants à 1 052 €, ça faisait 3 156 € pour la commune de Saint-Étienne-d'Orthe. En quoi le maire de Saint-Étienne-d'Orthe, lui, n'y était pas très favorable. Donc, du coup, il a pu rencontrer la famille, argumenter, et cette famille
c'est donc rétracté vis-à-vis de Saint-Martin et les enfants iront à l'école à Saint-Étienne-d'Ortre à la rentrée. Voilà, donc ça c'est ce forfait-là qui permet justement les ajustements et la participation, la répartition des frais entre communes quand des enfants non résidents participent sont inscrits sur les écoles de la commune. Évidemment, le maire de Saint-Étienne-d'Orthe, il croule pas sur les demandes d'enfants à inscrire à son école et il était un peu déçu de voir que forcément des gens du village voulaient mettre. Alors c'est sûr que je trouve aussi qu'en termes de lien social, bon voilà, que l'enfant soit dans sa commune de résidence, ça crée du lien avec ses camarades. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité pour ce forfait scolaire 2024-2025. On va passer donc à la convention de mise à disposition d'un agent et d'une salle communale auprès du CIAS du panier du Seignance. Rappelez-vous, c'est la nouveauté qui commence maintenant à avoir un peu de recul, puisqu'on l'avait déjà passé en conseil municipal, puisqu'on avait l'obligation de transférer ce panier du Seignance sur un échelon communautaire par alors c'était même pas par la perception à l'époque, c'était carrément Bercy qui avait fait une notice directement à la perception de Saint-Martin-de-Seignance. Laurence Gutiérrez. Donc la compétence du panier du Seignance a été transférée à la communauté des communes en date du 23 février 2023. Lors de ce transfert, les charges relevant d'éléments variables tels que la mise à disposition d'un agent et l'entretien et la mise à disposition de la salle communale Camiade n'avaient pas été prises en compte. Il vous est donc demandé de valider les conventions de mise à disposition d'un agent communal et d'une salle auprès du CIAS dans le cadre du panier du Seignance, d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions de mise à disposition d'un agent communal et d'une salle auprès du CIAS dans le cadre du panier du Seignance, et d'autoriser de charger Monsieur le maire et Madame la maire adjointe en charge de la vie sociale, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Laurence. Donc bon, de la même manière que la dernière fois, ce transfert et cette mise à disposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Monsieur Bresson. Oui, est-ce que la mise à disposition d'un personnel donne lieu à une compensation financière, de même pour le local? Donc vous l'avez dans la convention bien sûr, qui est jointe. Voilà. Non, mais je veux dire, cette convention, on nous la montre, elle est signée par les deux parties. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Ma question est, est-ce que les bénévoles seront mis à contribution de la même façon avec le transfert depuis, au CIAS? oui. Il n'y a pas de changement de ce côté-là. Depuis le transfert en 2023, il n'y a eu aucun changement, okay. Enfin peut-être des changements auprès de bénévoles qui peut-être ont changé, mais sinon il n'y a pas eu, mais je ne crois même pas. Non. Ils sont toujours aussi nombreux. Contrairement au quotidien, ça n'a rien changé. Par contre, il y a deux représentants, j'ai un doute. Par contre, au conseil d'administration du CIAS maintenant. Oui. Et je trouve que c'est une bonne chose. Mais ça aurait pu même être fait sans que ce transfert ait lieu, mais je trouve que c'est une bonne chose. C'est Chantal Argue qui y siège. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Alors là aussi, une délibération importante avec la convention de veille stratégique pour la production de logements entre la commune de Saint-Martin-de-Seignance, la communauté de communes du Seignance et l'établissement public foncier des Landes. Et c'est l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, du logement et des mobilités, et également membre de l'EPFL, de l'établissement public foncier local, des Landes, qui va nous présenter cette délibération importante et tout à fait nouvelle sur le territoire des Landes. Gilles Pénoche. Oui, merci. Alors en fait, oui, j'en suis aussi donc vice-président de l'établissement public foncier des Landes. Oui. Et en fait, avec d'autres élus, puisque je rappelle que le PFL, XL Landes Foncier, est un établissement public qui est chargé en fait de porter
pour le compte des collectivités sur tout un tas de terrains qui peuvent être liés au logement social, à l'économie, aux équipements publics, et de porter financièrement pendant une durée déterminée au profit des collectivités. Donc cette méthode avait besoin d'évoluer, donc il y a eu un groupe de travail qui s'est déroulé l'été dernier, auquel j'ai eu l'occasion de participer. On a redéfini quelques axes, notamment l'extension à l'ensemble du département de l'EPFL. Là aussi, de mettre une priorité sur les moyens financiers, notamment sur la partie logement social, puisque notre département, alors pas trop dans le sud des Landes, mais le département en règle générale est quand même très très en retard par rapport au logement social. Et aussi, donc, entre autres, la création d'un poste de chargé de mission foncier pour aider les collectivités à bien prendre en compte tous ces portages financiers. Donc, ça a débouché sur une convention de veille stratégique. Bon, vous l'avez en annexe, qui sera signée entre la communauté de communes, donc du Seignance, la mairie de Saint-Martin et Landes Foncier. Bon, il y a quelques chiffres intéressants dans cette convention, notamment le fait que nous sommes en OSRU, que nous devons avoir 25% de logement social, qu'on est quand même plutôt bons élèves, puisque nous sommes à 17,61. Bon, en général, quand on est à 17,5, on passe à 18, donc on n'est pas très loin. Donc c'est un effort conséquent, qui est d'ailleurs remarqué par les instances, que ce soit le conseil départemental ou la préfecture. Et ça, je pense qu'on peut tous s'en réjouir, au vu de la problématique du logement sur notre territoire. Donc la convention va permettre en fait aux chargés de mission de pouvoir nous accompagner globalement sur à la fois une aide à la négociation, une aide à la décision, et aussi sur quelques capacités techniques sur certains fonciers. C'est-à-dire que l'établissement public foncier s'est doté d'un logiciel assez important qui détermine les possibilités en termes d'urbanisme sur l'ensemble du département, et ça va donc nous obliger au niveau des services. On a ce qu'on appelle les DIA, déclarations d'intention aliénée, qui sont déposées en mairie à chaque fois qu'un bien est mis à la vente. Alors, un bien est mis à la vente dans les zones urbaines, puisque dans les zones rurales, vous savez que c'est la SAFER qui gère ce genre de DIA. Et en fait, on a donc une obligation, donc qu'on va remplir avec plaisir, de transmettre ces DIA à l'établissement public foncier, de façon à avoir une analyse concomitante entre les services de la ville, les services de la communauté et Landes Foncier, de façon à avoir une vision commune sur ces terrains, et avec une priorité évidemment pour des terrains qui seraient concernés par la réalisation de logements sociaux. Il est d'ailleurs alloué une enveloppe qu'on n'est pas obligé de dépenser, mais qui permettrait d'être, je dirais, mobilisée rapidement. C'est pas neutre, puisque au-delà des conseils d'administration ou des bureaux, voilà d'1 million d'euros hors taxe qui permettrait d'intervenir rapidement sur des fonciers, parce qu'on le sait, parfois il faut qu'on intervienne rapidement sur les fonciers. Donc une très bonne chose. C'est un outil de plus dans notre politique du logement, en complément du contrat de mixité sociale, qu'on n'a pas pu encore signer au vu de la période de réserve de la préfète. Donc mais ça ne devrait pas tarder. Ça veut dire que là on est solide, quoi. Voilà. Donc je vais vous lire quand même quelques éléments. Je répondrai aux questions après. Donc on a tout un tas de vues qui vont du Code général des collectivités territoriales à la délibération du Conseil communautaire, portant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement, le PADD, dans le cadre de l'élaboration du PLUI. Considérant que le PFL a sollicité la commune de Saint-Martin-de-Seignan et la communauté de communes du Seignance pour mettre en place, dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement de 2024 à 2028, une convention de partenariat de veille foncière stratégique, considérant sa durée de 6 ans, cette convention a vocation de mettre en place, stabiliser et encadrer une stratégie foncière prioritaire de long terme afin de produire une offre de logement abordable. Considérant que la commune de Saint-Martin-de-Seignan assurera une veille sur les DIA, déclarations d'intention aliénée, reçues donc dans les zones U et AU du plan local d'urbanisme en vigueur, c'est donc ce que je disais, les zones urbaines, et sur certains fonciers stratégiques, qui peuvent être notamment des fonciers liés à de l'économie ou de l'équipement public, les transférera à l'EPFL selon les modalités définies dans la convention. On a 15 jours. Considérant que le PFL Landes Foncier pourra préempter le ou les biens identifiés par la commune ou mener des prospection amiables sur le foncier identifié par la commune, ça c'est pas neutre, ça évitera un acte. Avant, la commune préemptait,
payer l'acte et après transférer à l'EPFL. Là, l'EPFL aura la possibilité, pour le compte de la commune, de préempter et on économise quelques frais de notaire qui sont, monsieur l'adjoint finance, des fois un peu élevés. Considérant que les DIA seront ensuite analysés par l'EPFL, land foncier et proposés en fonction du projet, du bilan financier, de la programmation et de la validation de la commune, cette dernière sera, selon son projet et les éléments proposés, demandant à la communauté de communes du Seignant, compétente en la matière, de déléguer son droit de préemption à l'EPFL sur le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner. En cas de refus par la commune, le bien ne pourra être préempté. Considérant qu'il est proposé au conseil communautaire d'approuver cette convention, veille stratégique avec le PFL de la commune de Saint-Martin-de-Seignant. Donc l'article 1 vous propose de valider la convention de veille stratégique pour la production de logements entre la commune de Saint-Martin-de-Seignant, la communauté de communes du Seignant et l'établissement public foncier des Landes, ayant pour objet de définir les engagements des parties. Article 2, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de la veille stratégique pour la production de logements entre la commune de Saint-Martin-de-Seignant, la communauté de communes du Seignant et l'établissement public foncier des Landes, ainsi que tout autre document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Étant donné que donc monsieur le maire et monsieur le maire adjoint en charge de l'urbanisme, du logement et des mobilités sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application de la présente délibération qui sera adressée pour ampliation au contrôle de légalité préfectorale. Merci Gilles. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette délibération? Oui, monsieur Bresson. Oui, on a tous pu mesurer les bénéfices et le bien fondé de l'EPFL au cours de ces dernières années. Néanmoins, est-ce que cette convention n'est pas de nature à apporter des modifications dans le fonctionnement de l'EPFL? Je veux dire par là que tu nous as indiqué qu'effectivement, si la commune s'oppose à une préemption, le PFL ne donnera pas suite à la préemption. Mais que se passerait-il si le PFL décidait de préempter alors que ça ne correspond pas à une vision de la commune? Premier exemple. Deuxième exemple, que se passerait-il si la vision de l'EPFL est différente de celle de la commune en matière de préemption? Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre ou de transférer un pouvoir partiellement, ou même ne serait-ce que symboliquement, un pouvoir de décision de la commune à l'EPFL? Alors, encore une fois, ce n'est pas une critique de l'EPFL, parce que c'est un outil indispensable au fonctionnement de toutes nos communes. Mais voilà, j'ai ces questions-là. Et la deuxième question, c'est comment se passe l'interface entre les documents d'urbanisme élaborés par une entité comme la communauté d'agglomération Pays Basque, je pense au SCOT notamment, et la vision urbanistique de l'EPFL. Est-ce qu'il y a un dialogue entre les deux entités ou pas? Alors, bon, la question est totalement pertinente, parce que c'est vrai qu'on peut peut-être avoir des craintes. Bon, pour dissiper ces craintes, donc depuis le début du mandat, moi je siège à l'EPFL, on a 2 conseils d'administration l'année et 4 bureaux, et c'est vrai qu'on avait un fonctionnement avec un bureau où on prenait ses décisions, et c'est vrai que le groupe de travail a décidé d'être un peu plus efficace, notamment avec l'emploi de ce chargé de feuilles foncières, et aussi des réunions de bureau plus importantes, de façon à valider et à bien, valider les demandes qui sont faites par les communes. C'est-à-dire que le PFL aujourd'hui, alors dans son fonctionnement, je ne connais pas bien, mais un petit peu quand même le fonctionnement de l'EPFL sur le Pays Basque, c'est pas tout à fait pareil. Un premier exemple, à l'EPFL du Pays Basque, il n'y a pas de minoration sur le prix quand il y a du logement social. Sur l'EPFL des Landes, quand vous faites du logement social à hauteur de 50%, vous avez une minoration de 50% du prix du terrain qui est pris par le PFL. Et en fait, on a mis en place d'ailleurs, si c'est du logement social en collectif, si c'est du logement social en accession, si c'est du logement social en petite maison ou en appartement. Donc on a ce filtre-là. Après, ça nous est arrivé au dernier bureau de refuser la demande d'une commune, c'est le bureau qui a refusé, parce que le terrain, c'était un terrain agricole qui peut-être pouvait muter un jour, et on a pensé que ce n'était pas utile de monopoliser
les finances de l'EPFL sur ce terrain dont on n'avait pas beaucoup de certitude. Par contre, on valide beaucoup plus facilement du logement social, et notamment dans les zones tendues. Donc il y a aussi toujours une discussion. L'EPFL, lui, c'est pas lui qui va décider de préempter. C'est la commune qui va venir. Il y a une DIA, elle va être transmise à la communauté de communes avec qui on parle, et en dialogue, et à l'EPFL. On va se réunir assez rapidement, de façon à savoir quelle est la meilleure stratégie foncière, et à partir de là, prendre une décision. Mais de toute façon, j'en suis persuadé, la commune restera seul maître à bord, je dirais. Après, entre les dialogues, moi je pense, sur ce que j'en sais, il n'y a pas beaucoup de dialogue entre les deux EPFL. Alors avec le SCOT, oui, il y a des réunions qui sont en train de se mettre en place. Il faut dire que l'EPFL côté Pays Basque, il a une antériorité. Il existe depuis longtemps. Les élus Pays Basque s'étaient saisis du problème foncier avant les Landes. Et puis après, bon, il y a une histoire d'argent. Et je pense qu'eux, ils ont un portage qui est assez énorme. Mais le PFL des Landes, qui était simplement un porteur de foncier, tout simple, les communes demandaient, on portait. Aujourd'hui, l'idée de l'EPFL, c'est d'être un acteur plus stratégique, comme l'est d'ailleurs le PFL du Pays Basque. Et avec le SCOT, évidemment que de toute façon, aujourd'hui au niveau du SCOT, nous avons voté la deuxième version du plan d'action stratégique. Nous en sommes au DO, qui est le document d'organisation et d'objectif. Ouais, d'objectif. Et on devrait, si tout va bien, il y a encore un gros boulot, voter, j'espère, ce SCOT fin 2025. Voilà. D'ailleurs, ça sera à peu près dans la même temporalité que le PLUI. Évidemment que sur les fonciers stratégiques, notamment, mais sur les fonciers stratégiques, notamment en domaine d'équipement public assez important ou dans des domaines liés à l'économie, évidemment qu'il y a un dialogue qui existe. Et le fait qu'on ait se charger d'affaires, se charger de mission, ça va beaucoup aider les élus du bureau. Merci Gilles. Je lisais la convention, parce que c'est finalement un peu lié à ce que vient d'évoquer M. Bresson. La commune identifie cette stratégie foncière comme prioritaire et mobilise ses moyens techniques et financiers pour atteindre cet objectif. Cette stratégie servira de guide à l'action communale et à l'EPFL. Bon, voilà. Donc, et après d'ailleurs il précise, si de nouvelles actions sont lancées par la collectivité, le dit projet sera communiqué à l'EPFL. Donc il donne cette possibilité aussi, si jamais on réoriente. Bon, vous l'aurez compris, cette délibération, elle dit très simplement quelque chose. Elle dit comment une commune comme Saint-Martin-de-Seignances et bien d'autres dans les Landes peut se faire aider pour acquérir du foncier. Voilà, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui sur Saint-Martin-de-Seignances, il y a malheureusement beaucoup plus de projets privés qui voient le jour que de projets publics. Et on sait que si on veut faire baisser les prix demain sur notre commune, c'est en ayant du foncier public en maîtrise qu'on pourra le faire. Et donc c'est avec cette convention ce qu'on pourra en tout cas mieux faire, puisque ça ne va pas inventer de nouveaux moyens pour la commune, ça on est bien d'accord. Mais en tout cas on voit bien que dans le faire ensemble, ça sera une capacité supplémentaire pour notre commune. Et c'est vrai que M. Laborde, qui est quand même très investi depuis quelques semaines, nous amène aussi une remise en question. Enfin, c'est peut-être un peu fort comme terme. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive du bassin bordelais et qui du coup connaît bien cette problématique du logement. J'ai oublié de dire aussi que dans les... qu'on a augmenté... J'ai oublié de dire qu'en fait... Si, tu l'avais. Oui. On a augmenté aussi la durée de portage. C'est-à-dire les communes ont aujourd'hui la possibilité, au lieu d'être à 4 ans, on aura 6 ans, 8 ans, 10 ans. On a la possibilité sur certains fonciers de porter un peu plus. Voilà. Et c'est important aussi, là par contre, pour nos filles. Voilà. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie pour cette convention de veille stratégique. On va passer à la culture avec une convention qui revient chaque année. C'est la convention du festival pour les petits, en tout cas pour la petite enfance. Et c'est le festival Les Petits Pins, comme son grand frère de Chantons sous les Pins. Eh bien, il y a le festival Les Petits Pins. Marina Bonnet, l'adjointe à la culture et à la communication.
Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez maintenant depuis quelques années, l'association Chantons sous les petits pains, Chantons sous les pains, a pour but de créer, de développer des manifestations culturelles en partenariat avec des acteurs culturels du département des Landes. Cette année encore, la commune a souhaité soutenir ce festival et l'association Chantons sous les pains en renouvelant le partenariat et en accueillant le 25 octobre 2024 le festival Chantons sous les petits pains à destination du jeune public, avec un spectacle intitulé De la rocambole à cordes de la compagnie de la tarte au pain. Cet événement est composé d'une représentation et d'une médiation avec le centre de loisirs en matinée. Cet événement le prix s'élève à 4 310,07 € avec une prise en charge par la commune à hauteur de 2 124,60 €. Donc il me semble important de préciser que ce spectacle sera entièrement gratuit pour les enfants de Saint-Martin. Il nous est demandé d'approuver la convention ci-jointe entre la commune et Chantons sous les pains, ainsi que la participation financière de la commune à hauteur de 2 124,60 €. Merci Marina. Et on reste sur le même modèle. Donc je rappelle que l'entrée est gratuite pour les Saint-Martinois, que c'est vraiment un événement super. Enfin, moi j'y vais quasiment chaque année. Et c'est vrai qu'il y a à chaque fois vraiment un spectacle de qualité. Il y a un monde fou, parce que c'est vrai que voilà, il y a tous les centres de loisirs qui viennent. Donc voilà, je trouve que c'est une belle convention. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non. Je propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur cette délibération pour la convention spectacle. On va rester avec la culture et le règlement intérieur de la médiathèque communale. Vous avez bien retenu les deux dates qu'il faut retenir. 19 août, Marie-Christine. 19 août, ouverture de la médiathèque. Et 27 septembre, inauguration de la médiathèque, pour ceux qui n'avaient pas l'info. Donc 19 août, ouverture, et 27 septembre, inauguration de cette belle médiathèque, vous verrez. On a hâte d'être au 19 août. Marina Bonnet. Effectivement, la médiathèque communale va proposer d'ici peu, dans un cadre agrandi et modernisé, un important éventail de services à destination de tout public et sur des horaires élargis. Pour assurer un fonctionnement optimal et apaisé à cet équipement, les agents, bénévoles et usagers doivent se référer à un règlement intérieur qui définisse les droits et obligations attachés à la fréquentation de ce lieu. De ce fait, 3 documents ont été élaborés par les services. Le règlement intérieur de la médiathèque, qui définit les missions de la médiathèque, les horaires, l'accueil du public, les conditions de prêt, l'utilisation du matériel informatique, etc. L'autorisation parentale qui est indispensable et qui précise le type d'emprunt autorisé à l'enfant mineur et l'accès autorisé ou non à Internet et aux consoles de jeux. Je précise qu'aucun enfant de moins de 10 ans ne sera autorisé à consulter ni Internet ni les consoles de jeux sans la présence d'un adulte. Et le 3e document qui a été travaillé, la charte multimédia, qui concerne les conditions d'accès et d'utilisation des postes informatiques, des tablettes et du Wi-Fi. Nous devons ce soir valider le règlement intérieur de la médiathèque communale, l'ANIMA, ainsi que l'autorisation parentale et la charte multimédia. Et acter que ces 3 documents entreront en vigueur à compter du retour du contrôle de légalité préfectorale. Merci Marina. Donc voilà, vous avez vu, ça aborde plusieurs points, comme l'a dit Marina, que ce soit pour les usagers, que ce soit pour les agents, que ce soit pour les bénévoles. Des interdictions, des règles d'usage aussi, tout simple, par rapport à ce qui doit être un lieu comme celui-ci. Évidemment, ce règlement, il est fait avant l'ouverture. Demain, s'il faut le faire évoluer, on le fera évoluer, mais c'est une base de travail, en tout cas pour ce nouveau lieu sur Saint-Martin. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité sur ce règlement intérieur de la médiathèque l'ANIMA. On va passer la parole à Laurence Gutiérrez, parce qu'en fait ça concerne l'enfance-jeunesse, mais également la commission sociale solidarité, et c'est sur un sujet qu'on avait déjà passé en conseil municipal, mais il faut une mise à jour pour l'aide au permis de
conduire et pas de construire. Parce qu'on ne donne pas d'argent pour l'aide au permis de construire, figurez-vous. Alors que pour l'aide au permis de conduire, oui. Laurence. Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avions délibéré et approuvé des modifications, notamment concernant l'ouverture de cette aide pour toutes les auto-écoles et le versement de cette aide directement à l'ayant droit. Nous avons appris la vente de l'auto-école Nivadour de Saint-Martin-de-Seignance, avec qui nous avions une convention. Il s'agit là de s'assurer que les jeunes qui sont inscrits dans l'ancien dispositif bénéficient bien de cette aide communale. Donc, je vous demande donc de permettre, dans le cadre de l'ancien dispositif d'aide au permis de conduire et pour les jeunes n'ayant pas encore bénéficié de l'aide via l'auto-école, précédemment partenaire, que celle-ci leur soit versée directement, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document pour mettre à jour le dispositif pour ces cas particuliers, de prévoir les crédits nécessaires au budget principal de la commune et de charger Monsieur le maire et Madame la maire adjointe en charge de la vie sociale et de la solidarité, ainsi que le maire adjoint en charge des finances, des ressources humaines, de la qualité du service public, et Monsieur le maire adjoint en charge de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse et des affaires scolaires, de l'exécution de cette présente décision. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette déclaration? Oui, Monsieur Bresson. Oui, je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Donc, ce que j'ai compris, c'est que les enfants qui étaient inscrits auprès de l'ancienne auto-école pouvaient bénéficier d'une aide via l'auto-école qui était versée à l'auto-école, ce qui faisait que leur permis leur coûtait moins cher. Voilà, tout à fait. Or, cette auto-école a fermé. Oui. Il semble donc qu'il y ait des enfants ou des jeunes, oui, de jeunes adultes, ou de vieux adultes, en tout cas des clients de l'auto-école qui se sont inscrits dans cette auto-école, qui n'ont pas bénéficié de l'aide. Alors, c'est quoi qui n'ont pas bénéficié de l'aide? Parce qu'en théorie, à partir du moment où ils se sont inscrits dans l'auto-école, il devait y avoir le versement. Ah ben non, il faut qu'on soit sûr qu'ils aient... D'accord. Voilà, il y avait... Voilà, donc il n'y a eu aucun... Non, alors ma question est plus précisément la suivante. On est certain qu'il n'y a aucun élève de cette auto-école pour lequel des fonds auraient été versés à l'auto-école et qui n'aurait pas bénéficié de l'enseignement. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Mais c'est vrai que la phrase était un peu à la... Voilà, D'accord. Pardon si je me suis mal exprimée. Bon, c'était une situation aussi un peu particulière. Oui. Voilà, avec la cessation. En plus, pour être très clair, on l'a appris vraiment... voilà, il ne nous a pas du tout informé de cela. Et puis voilà, en fait, on s'apercevait qu'avec une seule auto-école, il pouvait y avoir des étudiants qui allaient à Bayonne parce que c'était plus pratique pour eux. Et pourquoi les pénaliser Ça, c'est le nouveau dispositif. Ouais, ça, c'était ce qu'on avait... Voilà. Avec le versement aussi directement à l'ayant droit et non plus à l'auto-école. Voilà, alors, qui n'ont plus l'avance à faire, en fait, et ils ont question complémentaire. Comment bon, alors je sais que les délibérations sont publiques, mais enfin tout le monde ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans ce conseil municipal. Oui. Tout le monde n'a pas non plus le journal Sud-Ouest. Vous allez faire une publicité. Donc en fait un courrier a été adressé par le service jeunesse à tous les jeunes qui étaient inscrits afin de s'assurer qu'ils ont bénéficié de l'aide ou qu'ils attendent, qu'ils sont dans l'attente. Voilà. C'est le service jeunesse qui fait à chaque fois le lien. Du coup, c'était d'ailleurs une des questionnements au départ du projet. Est-ce qu'on passe par le service jeunesse ou est-ce qu'on passe par le CCAS? Et en fait, de passer par le service jeunesse, ça fait quand même, je trouve, gagner du temps au final. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Unanimité sur cette délibération de mise à jour. Je vous remercie. On va passer donc sur
de la 75e délibération et vous allez voir que les deux, peut-être que Philippe Porto peut faire d'une pierre deux coups et de voter ensuite séparément mais à la suite sans revenir puisque c'est finalement les mêmes projets avec deux interlocuteurs différents mais après le corps de la délibération est très semblable. C'est le projet qu'on avait évoqué donc au niveau du photovoltaïque et notamment Philippe Porto et vous l'avez reçu il y a 2 jours je pense hier le choix définitif des entreprises ou des institutions que vous allez découvrir, puisque en l'occurrence il n'y a pas d'entreprise au sens propre, il n'y a pas d'entreprise privée dans les deux sélectionnés, il y a plutôt des entreprises publiques et une association. Philippe Porto va vous expliquer tout cela. Philippe Porto, donc adjoint à l'environnement, à l'assainissement et à l'agriculture. L'assainissement, en réseau, pardon. Ça fait partie. Mais il n'y a pas que l'assainissement. Donc voilà, donc je vais vous présenter cette convention d'autorisation d'occupation temporaire pour Enerland en vue d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture du centre technique communal et intercommunal, que je l'appellerai CTM. Donc considérant la volonté de la commune de produire de l'énergie électrique, de valoriser le patrimoine foncier communal et de promouvoir la production d'énergie renouvelable sur son territoire, nous avons été sollicités par un opérateur de projet en énergie renouvelable pour l'installation et l'exploitation de panneaux sur la toiture du CTM. Donc, le projet proposé consiste à la mise en œuvre d'une surface de 575 m² en panneaux solaires photovoltaïques orientés plein sud d'une puissance de 115 kW crête avec une revente directe de l'électricité produite. Donc, au travers de cette opération, la commune bénéficiera du versement d'une soulte et d'un tarif préférentiel sur l'électricité consommée pour ces bâtiments communaux pendant la période de production dans le cadre d'une boucle d'autoconsommation collective. La commune montrant aussi son implication dans la valorisation de la production d'énergie renouvelable sur son territoire. Donc, considérant le régime juridique édicté par l'ordonnance du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques, donc qui soumet l'occupation du domaine public à une mise en concurrence des candidats potentiels à cette occupation, dès lors qu'elle permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique. Donc, s'agissant d'une demande d'occupation du domaine privé de la commune en vue d'une exploitation économique par le biais d'une manifestation d'intérêt spontané, la commune est tenue de procéder à une publicité avant d'envisager de délivrer cette autorisation afin de s'assurer de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Donc une procédure d'appel à manifestation d'intérêt a été organisée avec cahier des charges valant règlement de consultation pour l'installation et l'exploitation d'une centrale photovoltaïque en toiture du CTM. Donc à l'issue de cette consultation, il a été reçu 2 offres, Enerland et Gallium Group. L'analyse des offres a permis de classer en première position la solution proposée par Enerland, dont le projet est d'une superficie d'environ 575 m² et d'une puissance de 115 kW crête sur une durée de 20 ans et pour une soulte totale de 40 000 €. Donc, considérant que la compétence pour autoriser la conclusion de la convention d'occupation du domaine privé communal sur une durée supérieure à 12 ans appartient au conseil municipal, il est proposé d'autoriser la conclusion de ce document avec Enerland pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une centrale photovoltaïque sur la toiture du CTM. Donc, il vous est demandé ici de valider la convention d'occupation temporaire du domaine privé avec Enerland pour la fourniture, la pose et l'exploitation des panneaux en toiture du CTM. Donc, pour une surface totale de 575 m² sur une durée de 20 ans et pour une soulte totale de 40 000 €. Donc, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune avec Enerland. Et de préciser donc la durée de cette convention donc pour une durée maximum de 22 ans. Je continue avec la suivante. Bon, on fait un stop oui, on va faire un stop. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence, mais que Philippe a déjà présenté. On va en reparler. Oui, monsieur Bresson. Alors, le mot soulte m'interpelle. En principe, une soulte, c'est quand il y a une dépense d'un côté, une dépense de l'autre, c'est la différence, la soulte. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait de dépenses au niveau de la commune. Et je ne sais pas si le mot soulte est adapté ou si c'est pas le mot redevance qui devrait. C'est ce qui a été mis dans la convention par Enerland. Dans la convention par Enerland, ils appellent ça une soulte. Ouais. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque,
À quel moment est versée cette fameuse soulte? Est-ce que c'est à l'achèvement des travaux, au bout de 20 ans? Ça n'est pas indiqué dans la délibération. Alors, je ne l'ai pas vu dans la convention, peut-être ça m'a échappé. C'est versé sur les 2 premières années, non? Alors voilà, oui, parce que les 2 années de mise en service sont bien précisées, donc je pense que c'est à la mise en service que la soulte est versée. D'accord. Mais Voilà, parce qu'en fait, ils ont toujours le doute. Parce qu'en fait, donc, aujourd'hui, il y a un délai qui s'allonge au niveau des mises en service avec Enedis, et c'est là où ils ont quelques doutes, même si ça va un peu mieux visiblement ces dernières semaines. Du coup, je ne sais pas si c'est précisé dans la convention. Je sais pas si, ouais, voilà, moi aussi. Mais moi, je pense que c'est à la mise en service. À la mise en service de la centrale. C'est marqué? Oui, à la mise en service. Ok. Donc, bon voilà, en fait, alors pourquoi les 2 délibérations sont très différentes, vous l'aurez peut-être compris. Celle-ci va faire des économies réelles à la commune. Du coup, ça c'est quelque chose d'important parce que c'est un projet qui est travaillé depuis de longs mois par Philippe, sa commission et les services. Et c'est vrai que là, on voit une concrétisation avec ce centre technique municipal et Néerlande. Et du coup, je le dis, mais voilà, on espère ambitionner entre 30 et 40% de baisse sur toutes les factures au niveau des bâtiments municipaux, pour nous donner un repère. Voilà. Donc rien qu'avec le CTM, on peut raccrocher la 12aine de bâtiments publics. Et maintenant, c'est sur un rayon, et c'est ça qui est chouette avec l'évolution de ce sujet au niveau du photovoltaïque. On peut être dans une boucle de 10 km. Voilà, donc du coup, l'école des Barthes est dans la boucle. Je cherche qu'est-ce qui serait le plus éloigné des bâtiments publics. Mais tous, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est vraiment une grosse évolution par rapport à il y a quelques mois, en fait. Donc voilà, donc là, le partenaire Enerland, il y a eu plusieurs propositions, mais c'est vrai qu'Enerland a un peu modifié sa manière d'agir sur le territoire depuis quelques mois. C'est récent, en fait, parce qu'avant, ils avaient un petit temps de retard. Et là, en fait, ce qui est très positif aussi pour nous, et qui est très rassurant pour les élus du conseil municipal, c'est que souvent, alors je ne vais pas rentrer dans un débat technique, parce que c'est très compliqué quand même, mais en fait, pour résumer, il y a une personne morale qui doit être créée pour on va dire la connexion avec les bâtiments, et cette personne morale est en train d'être créée par Enerland et le SIDEC. Et forcément, étant adhérent du SIDEC, c'est beaucoup plus rassurant pour nous, parce qu'autrement on aurait dû la créer nous-mêmes, la PMO. Voilà. Donc la personne morale, pardon. Organisatrice. Donc voilà. Oui, une question complémentaire. Tous les travaux sont évidemment compris dans la convention, oui, y compris les transports, raccordement réseau, etc. Oui. D'accord. Pour résumer, on ne dépense rien. Ce qui ne sera pas le cas sur la 2e délibération. Donc voilà, donc cette délibération, c'est vraiment pour faire des économies sur notre facture, pour résumer. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité pour ce premier projet et cette première convention. Et donc la deuxième est un peu différente et donne une tonalité différente à notre projet. Et c'était une volonté politique aussi de notre part d'avoir un projet un peu plus participatif. Et je laisse Philippe Pourtot le présenter. Oui, donc ici, la commune a été sollicitée par un opérateur de projet en énergie renouvelable pour l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l'espace Gaston-Larieux, dont la nouvelle médiathèque. Donc le projet proposé consiste à la mise en œuvre d'une surface de 425 m² en panneaux solaires, orientés est-ouest et plein sud, d'une puissance de 89 kW crête, avec une revente directe d'électricité produite. Donc au travers de cette opération, la commune bénéficiera d'un versement d'une soulte. La commune a souhaité favoriser une modalité d'organisation ouverte à une participation collective et citoyenne permettant d'investir sous forme d'épargne et d'avoir ensuite la possibilité de consommer une énergie renouvelable locale, la commune étant aussi partie prenante financière et montrant aussi son implication dans la valorisation de la production d'énergie renouvelable sur son territoire, participera à hauteur de 10% du montant de l'investissement.
Donc le régime juridique soumet l'occupation du domaine public également à une mise en concurrence des candidats potentiels. Donc s'agissant d'une demande d'occupation du domaine privé, la commune est tenue de procéder à une publicité. Donc une procédure d'appel à manifestation d'intérêt a été organisée avec cahier des charges valant règlement de consultation. À l'issue de cette consultation, il a été reçu 2 offres, la société citoyenne SAS Aloe et le Egalion Group. Donc l'analyse des offres a permis de classer en première position la solution proposée par Aloe, dont le projet d'une superficie de 425 m² d'une puissance de 89 kW crête sur une durée de 25 ans et pour une contribution au projet à hauteur de 10% du montant de l'investissement avec le versement d'une soulte de 6 000 € versée en 2 fois, l'année 2 et l'année 3. Et donc c'était, là je confondais avec Aloe, le versement de la soulte. Oui. La compétence pour autoriser la conclusion de la convention d'occupation du domaine public communal sur une durée supérieure à 12 ans appartient au conseil municipal. Donc il est proposé d'autoriser la conclusion de ce document avec Aloe pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'une centrale photovoltaïque. Donc il vous est demandé ici de valider la convention d'occupation temporaire du domaine public de la commune avec Aloe pour la fourniture, la pose et l'exploitation des panneaux photovoltaïques en toiture de l'espace Gaston Larieux, pour une surface totale de 425 m² et sur une durée de 25 ans et pour une contribution au projet à hauteur de 10% du montant de l'investissement avec un versement d'une soulte de 6 000 € versée en 2 fois. Donc est d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'occupation temporaire du domaine privé de la commune avec Aloe et de préciser que la durée de la convention est pour un maximum de 27 ans. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Donc, bon, voilà, là, on est vraiment dans un projet totalement différent du premier. Donc là, voilà, on se lance dans l'aventure d'un projet citoyen. Voilà, c'est-à-dire que on va construire avec une association, Aloe. Alors, on ne part pas dans l'aventure, sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques comparaisons, Aloe a déjà développé des projets avec la commune de Saint-Vincent-Tyros, avec Saint-Georges-de-Marraine, avec la zone industrielle artisanale Atlantis Sud à Saint-Georges-de-Marraine, à des projets importants. Donc c'est pas non plus des personnes qui débutent une aventure farfelue, hein. On est vraiment avec des techniciens, avec un directeur et avec un conseil d'administration, donc, mais évidemment on est dans une configuration différente. Et l'idée, elle est toute simple, c'est que demain, des Saint-Martinois pourront se connecter à la toiture de la bibliothèque pour utiliser de l'énergie propre pour leur consommation. Voilà, donc ça va être quelque chose parce que, évidemment, tout le monde ne peut pas concrétiser des projets de panneaux photovoltaïques chez soi, quand on est locataire, quand on est, on va dire, dans une situation financière qui ne permet pas aussi d'investir les 10 000 20 000 € qu'il faut pour les panneaux solaires, parce que tout le monde ne le peut pas. Et bien on va essayer de tenter cela avec Aloe, et on va y arriver. Et du coup, donc là forcément les termes du projet sont différents. C'est pour ça que là c'est cette fois-ci la commune qui verse 6 000 € à Aloe pour permettre ce projet. On va devenir donc en quelque sorte actionnaire d'Aloe. On va pouvoir aussi en tant que particulier, si ça nous intéresse, par des bouts de 50 € être actionnaire. Mettons, si Marion Lissaliou veut être actionnaire de l'association citoyenne Aloe pour les soutenir, elle pourra acheter 1 000 € d'actions. Et comme on peut avoir des actions Total, des actions Capgemini, on touchera une rémunération, un dividende, pour le dire précisément, derrière ou pas. Hein. Voilà, ça dépend des... Mais en ce moment, le photovoltaïque, c'est plutôt le vent en poupe au niveau des rendements financiers. Donc voilà, ce qu'on va tenter, c'est une première sur Saint-Martin. Mais en tout cas, je suis très content de concrétiser ce projet. Je remercie le service environnement et transition écologique piloté par Nathalie Plotto. Je remercie Philippe sur ce projet. Et je remercie l'association Aloe aussi parce que voilà, ils sont très motivés, ils y croient et ça fait plaisir aussi de voir des citoyens qui s'investissent pour ces sujets environnementaux. Je vous propose de passer aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Par exemple, aussi pour redonner quelques éléments, Max, la communauté d'agglomération Max, est actionnaire auprès d'Aloe aussi. Voilà. Un montant
beaucoup plus important que le nôtre. Nous en avons terminé avec la fin de ce conseil municipal. Il nous reste donc la lecture des décisions avant de terminer. Pas mal de décisions d'ailleurs au niveau de ce conseil, puisque dans un premier temps, donc, il y a eu les travaux sur le local, les vestiaires de foot Barrère. Et du coup, la société d'AC qui a été du coup retenue pour un montant de 443 820 € hors taxe. C'est pas le montant définitif, parce qu'il y a également la Colas qui travaille sur la chape. C'est d'ailleurs en ce moment la Colas qui intervient pour ceux qui sont passés récemment sur les vestiaires. En deuxième décision du maire, il y a eu le pré-relais qu'on avait évoqué donc ici lors du vote du budget, donc qui est exactement le montant prévu, 1 810 000. Et sans surprise, c'est l'agence France Locale qui a été retenue avec un taux de 3,47%. Oui, monsieur Bresson. Une précision sur l'utilisation de ce pré-relais de 1 800 000 oui. Qui a été voté effectivement. Oui, c'était le CTM. Principalement. CTM, fin de médiathèque et vestiaire, quoi, pour résumer. Hein. Alors, l'addition des trois ne fait pas 1,8 million, malheureusement, j'aurais préféré. Elle fait beaucoup plus. Mais pour résumer, c'est ces trois projets qui concentrent, on va dire, le pré-relais. Et en grande partie, ça sera le terrain vendu de l'ancien CTM qui remboursera ce pré-relais. Ensuite, il y a un avenant au marché de travaux pour les aménagements de la voie d'accès des centres techniques municipales, intercommunales et départementales. Ça c'est pareil, c'est avec la Colas et c'était une différence de 4 000 €. Voilà, sur l'avenant 2,96%. Du coup, vous l'avez en pièces jointes, du coup uniquement. Ensuite, c'est la clôture de la régie d'avance de la LSH. Bon, ça, c'est pas le plus important, et c'était au 1er janvier 2024. Ensuite, c'est du coup la modification de la régie d'avance du service éducation enfance-jeunesse. Donc les deux sont liés évidemment et tout ça est classique. Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est de 4 500 €. Évidemment, on évoque toutes les prestations enfance-jeunesse pour cette régie. Ensuite, pour terminer, c'est la convention. Voilà, là c'est tout récent. C'est au 1er juillet 2024. On a fait un grand travail pendant plusieurs semaines et plusieurs mois avec l'ensemble du tissu associatif. Mais là, en l'occurrence, c'est pour un nouveau local. C'est le paddle et le tennis couvert, du coup, pour une convention de mise à disposition. Bon, assez classiquement, c'est la mise à disposition de tout le site au tennis. Il est évoqué également les relations avec le collège François Truffaut, puisque vous vous rappelez que le collège utilisera également ce terrain, pas le paddle, uniquement le tennis couvert. Et c'est une convention sur 3 années. Vous avez reçu également le rapport d'activité du sitcom Côte Sud des Landes, pour ceux qui l'ont lu, on va dire. Françoise Argus répond oui, évidemment. J'en profite pour vous dire que je me suis permis d'appeler le sitcom parce qu'on a eu énormément de retours sur quelque chose qui ne va pas vous étonner, les horaires de la déchetterie. Voilà. Donc, alors voilà, c'est vrai que c'est... je vous le dis parce que je pense qu'il faudra vraiment qu'on fasse un petit courrier au sitcom à la fin de l'été, vraiment réappuyer parce qu'on a quand même des conséquences, des dégâts collatéraux. C'est les décharges sauvages qui se sont multipliées, évidemment. Alors déjà, qu'on n'était pas gâté sur les décharges sauvages, alors là, évidemment, en fermant à 14h, c'est quand même une conséquence.
Alors, évidemment, la motivation de ces horaires, vous l'aurez deviné, c'était par rapport aux conditions de travail des agents, par rapport aux horaires d'été, on va dire. Ils commencent à 7h, ils finissent à 14h. Bon, alors ça, évidemment, nous, les services techniques, c'est la même chose. Sauf que nous, il y a une permanence ensuite jusqu'à la fin de journée d'une équipe. Et je trouve qu'on aurait pu avoir, moi je vous le dis, c'est pour être tout à fait transparent, ce que j'ai dit à l'interlocuteur du sitcom, c'est qu'on aurait pu, je trouve, avoir au moins une déchetterie par territoire qui reste ouverte. À la limite que sur toutes, on comprend, mais au moins qu'il y en ait une sur le territoire qui reste ouverte, je trouve, jusqu'à la fin de journée. Je pense que ça aurait été une bonne chose. Julien ? Oui, monsieur. Oui, est-ce qu'on était au courant de ces modifications d'horaire par la communauté de communes ou nos représentants ? Je ne vous cache pas qu'on n'en avait pas énormément discuté, mais officiellement, effectivement, il y a eu un vote en conseil syndical du SICOM. C'est vrai que... alors, je regarde Philippe Pourteau parce que c'est lui qui est présent. C'est vrai que ça n'a pas été discuté en bureau du SITCOM, donc c'est juste passé au vote lors d'un conseil syndical. Voilà, et c'est vrai que certains délégués s'en sont plaints et ont fait remonter que ça risquait de poser des problèmes. Et on le constate aujourd'hui, mais après, pour défendre un peu la position du SITCOM, c'est vrai qu'aussi c'est compliqué avec les agents en période estivale, quand il fait très chaud. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont soumis aussi à des fortes contraintes, les agents dans les déchetteries, notamment avec les vols. Voilà, il y a des menaces, aussi, ils reçoivent des menaces, il y a beaucoup d'absentéisme dans les déchetteries. Donc c'est compliqué la gestion des agents pour le SITCOM. Merci Philippe. Et enfin, avant de se quitter, je voulais aborder un premier sujet, c'est vous informer que le 9 août, dans quelques jours, il y a eu un concours photo qui a été réalisé sur toute la commune, un très chouette rendu, il y a beaucoup de photos très sympas qui ont été proposées. Je crois, alors, Marina, aide-moi, combien de photos en tout reçues ? 60 photos reçues. Voilà, une trentaine de participants, je crois. Exactement, 29. Voilà, 29 participants. Donc c'est vraiment chouette. Et du coup, les photos vont être exposées sur la plage Jean Rameau à partir du 9 août, vendredi 9 août, à 18h30, je crois, de tête. Donc voilà, donc vous êtes tous invités. Je pense que vous avez reçu une invitation. Si c'est pas fait, ça va être très vite fait. Voilà, vous l'avez reçu aujourd'hui. Et ensuite, pour terminer, je voulais prendre la parole de manière un peu solennelle, parce que c'est vrai que je voulais vous remercier. Voilà, vous remercier les élus, parce qu'on a vécu un mois et demi très très agité avec l'organisation de 3 élections en un mois et demi. C'était un bel exploit technique. Donc je voulais officiellement remercier l'ensemble des agents, parce que organiser des élections dans ce délai contraint pour les agents, c'est très compliqué. Donc vous avez vu que la majorité des communes ont recherché des bénévoles pour tenir les bureaux de vote. Nous, on a eu la chance que le Conseil des sages se mobilise aussi. Je remercie l'ensemble des sages pour leur implication. Mais c'est vrai que je voulais aussi vous dire, avec des mots tout simples, que je vous remercie, vous élus, qui vous engagez au quotidien. Parce que c'est vrai que c'est pas simple de s'engager, qu'on a vu qu'on a été tous chahutés par tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est, on va dire, tout ce qui s'est déroulé autour de notre démocratie et ces décisions compliquées de notre président. Merci pour votre engagement. Comptez sur moi. Comptez sur moi en tant que maire pour défendre notre conseil municipal, défendre les valeurs et le triptyque liberté, égalité, fraternité. Je voulais d'ailleurs vous rappeler la citation de Victor Hugo, qui, en préface de Actes et Paroles, avait ces mots, et qui, je trouve, sont toujours bons de rappeler. Liberté, égalité, fraternité, rien à ajouter, rien à retrancher. Ce sont là les 3 marches du perron suprême. La liberté,
c'est le droit. L'égalité, c'est le fait. La fraternité, c'est le devoir. Tout l'homme est là. Les heureux doivent pouvoir avoir pour malheur les malheureux. L'égoïsme social est un commencement de sépulcre. Voulons-nous vivre, mêlons nos cœurs et soyons l'immense genre humain. Voilà, je trouvais que c'était à propos de rappeler cette phrase de Victor Hugo et vous dire que moi j'étais très fier de notre conseil municipal. J'étais très fier de l'action des 29 élus et des 28 élus qui m'accompagnent sur cette mission. J'ai encore beaucoup d'énergie pour les 2 ans à venir, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et je sais que vous aussi, tous les élus de ce conseil municipal, vous êtes pleinement mobilisés pour défendre ce triptyque-là. Et voilà, et je voulais vous remercier assez solennellement ce soir. Et je voulais proposer à mon conseil municipal de rester dans cette salle pour partager un pot de l'amitié bien mérité. Merci à tous, passez un bel été.